Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info. Voici tout de suite les titres de ce mercredi 26 février. Nous ouvrirons ce journal avec un point sur les dispositions prises en principauté et la mobilisation des pompiers face au Covid-19. Dans un registre plus léger, nous nous rendrons à la Good Mood Factory, un espace bien-être qui vient d'ouvrir dans le quartier de la Condamine. Nous vous proposerons ensuite une balade au vert à travers une visite guidée du centre botanique du Jardin Exotique. Et nous retrouverons en fin d'édition notre invité de la semaine, le conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération, Laurent Anselmi. La multiplication de nouveaux cas de coronavirus hors de Chine conforte le cri d'alarme lancé par l'OMS sur le risque de propagation de l'épidémie. Nous vous présentions dans notre édition hier les différentes mesures prises par le gouvernement princier. Un nouveau complément d'information a été communiqué aujourd'hui. On fait le point. Alors le gouvernement a décidé, en s'inspirant de ce qui se fait dans les régions voisines, tant en Italie qu'en France, de préconiser que les cellules familiales, donc les enfants qui se seraient rendus dans les zones potentiellement exposées, donc on peut penser notamment à la Vénétie, à la région de Milan et à l'Émilie-Romagne, que les enfants donc restent à leur domicile pendant 14 jours après leur retour. Donc ça signifie que si par exemple la famille s'est rendue en Italie il y a une semaine, eh bien, elle devra attendre encore une petite semaine avant de reprendre les cours. Sachant que les cours seront adressés aux enfants, notamment grâce aux systèmes électroniques qui aujourd'hui sont bien utilisés et mis en place. Même approche en ce qui concerne la petite enfance, donc les tout petits qui sont aujourd'hui en crèche. Nous préconisons que pendant 14 jours, les enfants restent à domicile. Les plus grands, j'allais dire, sont concernés aussi. Parlons des salariés qui reviendraient de ces 3 régions d'Italie ou d'Asie du Sud-Est. Alors il nous a semblé cohérent de traiter la situation familiale. Alors les enfants bien sûr, mais les parents aussi, parce qu'il ne serait pas cohérent que les enfants restent à domicile et puis que les parents, eux, aillent sur le lieu de travail. Donc en s'inspirant de la même façon de ce qui est préconisé par les autorités sanitaires françaises et italiennes, nous recommandons que les adultes, donc les salariés qui seraient allés dans ces régions, restent à leur domicile pendant la durée nécessaire, c'est-à-dire 14 jours. Ça concerne les salariés du public et du privé. La procédure que nous mettons en œuvre va consister à proposer à ces salariés un numéro d'appel unique à la direction de l'action sanitaire. Ils seront en relation avec médecins de santé publique. Ils seront soit par téléphone, soit par messagerie électronique en mesure d'échanger. Et s'ils sont effectivement en situation d'avoir été dans ces régions-là, un certificat sera établi autorisant ces personnes à ne pas aller sur le lieu de travail. Premier élément. Deuxième élément, ces personnes seront indemnisées puisqu'il n'y a pas d'activité, donc il faut bien qu'un relais soit pris. Et les caisses sociales de la principauté sont d'accord pour assurer le relais, comme ça se fait en matière d'arrêt de travail, si ce n'est qu'il n'y aura pas ce qu'on appelle le délai de carence, puisque l'indemnité sera versée immédiatement. Une dernière question. Dans vos propos, il est beaucoup, bien évidemment, question des relations de la principauté avec les pays voisins, à savoir l'Italie et bien évidemment la France. C'est véritablement un gros travail de coopération. C'est un travail qui est indispensable. La principauté, je l'ai dit d'emblée, n'est pas isolée. Et donc notre rôle, c'est de faire en sorte que nous tenions au courant, que nous ayons des échanges constants avec les autorités voisines. J'ai reçu ce matin, à sa demande, l'ambassadeur d'Italie. Nous avons des relations quotidiennes avec l'Agence régionale de santé, PACA Corse. Et puis nous regardons aussi ce que fait le rectorat, parce que nous devons avoir une approche qui est globale et cohérente. Et au sujet justement de la prise en charge des personnes pouvant être atteintes du virus, les premiers à être appelés doivent être les pompiers. Dominique Poulain a justement suivi leur protocole de prise en charge. On regarde. En cas de symptômes pouvant être liés à l'épidémie du coronavirus, il ne faut pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences afin d'éviter toute potentielle nouvelle contamination. Il faut en priorité appeler les sapeurs-pompiers. Lorsqu'un patient compose le 18 ou le 112 et se plaint de fièvre et de douleurs thoraciques, le sapeur-pompier questionne l'individu sur les symptômes, les voyages récents et le contact avec des cas potentiels. Les pompiers de Monaco, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je vous téléphone parce que je fais que tousser et je suis vraiment pas bien, j'ai des courbatures de partout là. Depuis quand monsieur? Depuis cette nuit, vers 4h du matin, je commence à avoir des frissons. D'accord. Alors monsieur, vous allez m'écouter, je vous posais quelques petites questions pour s'orienter. Est-ce que vous avez une fièvre qui est supérieure ou égale à 38? Ah oui, je viens de la prendre, j'ai 39. 39 de fièvre? Oui. Depuis combien de temps? Depuis ce matin aussi?
Depuis ce matin, je l'ai prise vers 6-7 heures du matin. D'accord. Alors monsieur, est-ce que récemment vous avez séjourné ou est-ce que vous avez été en contact avec une personne qui a séjourné en Asie, Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, des pays, ou maintenant en Italie, Lombardie, et la Vénétie? La semaine dernière, j'étais au festival au carnaval de Venise. Vous étiez au carnaval de Venise? Oui. Pour l'heure, pas encore de psychose, mais les sapeurs-pompiers reçoivent toutefois plus d'appels que d'habitude concernant le coronavirus. 9 appels pour la journée de mardi et 7 appels reçus en 8 heures ce mercredi. Depuis les mesures qui ont été prises au mois de janvier, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une recrudescence d'appels concernant des renseignements et aussi la mise en conversation à 3 avec le médecin du CHPG, parce qu'il y a une inquiétude qui s'est mise en place liée effectivement au nouveau foyer qui a été découvert donc, en Italie. À l'issue du questionnaire, si le cas du patient est suspect, une conférence s'engage à 3, entre le pompier, le patient et un médecin du CHPG. Dans le doute? Très bien. Bah écoutez, on va s'en occuper. Très bien, docteur, on emmène au CHPG. Monsieur? Oui, je vous écoute. Bon, vous avez entendu ce que vous a dit le docteur, donc par précaution, on va venir vous chercher. Pour lever le doute, le patient est transporté au centre hospitalier Princesse Grace par les sapeurs-pompiers. L'intervention nécessite alors un certain niveau de protection vestimentaire. C'est une combinaison de type 6 qui protège de toutes les projections que la victime pourrait nous donner, et donc elle nous protège de la tête aux pieds. On a rajouté une protection au niveau des masques aussi et des lunettes. Avant de rentrer chez le patient, il se protège et donc il enfile cette combinaison et il rentre chez le patient. Et après, comme vous l'avez vu, on protège la victime avec le masque chirurgical pour éviter les postillons et une paire de gants parce que généralement quand on tousse dans nos mains, donc du coup pour éviter la transmission, on se protège les mains, protège les mains de la victime également. Au CHPG, la personne contaminée est prise en charge et hospitalisée en chambre d'isolement, le temps de procéder au test de dépistage. Un sujet plus léger à présent, avec l'arrivée précoce des beaux jours. L'envie de prendre soin de son corps se fait sentir. Un nouvel écrin dédié au bien-être et au bien manger vient de voir le jour en principauté du côté du quartier de la Condamine. Nous avons donc poussé les portes de la Good Mood Factory pour y découvrir ce qu'il propose. Reportage. C'est une tendance qui a vu le jour depuis de nombreuses années dans différentes capitales. Proposer des espaces où se ressourcer, se couper du stress du quotidien grâce au yoga et à la méditation. Dans cet ancien restaurant du quartier de la Condamine, tout a été repensé pour offrir un temple dédié au bien-être. Sous la verrière, l'on peut aujourd'hui découvrir une décoration chaleureuse où l'on vient pratiquer yoga et pilates. Derrière le comptoir, l'une des créatrices des lieux, Alice, prépare des gourmandises saines et équilibrées. Ici, l'on retrouve que du végétal et du sans gluten, un concept qui peinait à se développer en principauté. C'est un endroit où on a voulu créer une ambiance vraiment particulière dans Monaco, une espèce de bulle de sérénité où les gens peuvent venir se poser, PAUSER et POSER, soit pendant une séance de yoga, une séance de pilates, soit dans notre salon de thé, dans lequel on propose plusieurs thés, plusieurs cafés, des boissons, toutes des boissons bio, sans trop de sucre ajouté. On essaye vraiment d'avoir de saines gourmandises dans notre salon de thé. Il faut savoir que toutes nos pâtisseries sont végétales et sans gluten. Donc c'est vraiment un choix délibéré de faire une gourmandise raisonnée. Donc on a commencé par créer une association il y a 2 ans qui s'appelait The Good Mood Factory. Donc par le biais de laquelle on organisait des séances de yoga aussi, des cours de yoga avec Leslie, mais aussi des ateliers pour les enfants, des ateliers pour apprendre à dessiner des mandalas, tout autour du bien-être et de la relaxation. Et il y avait vraiment une réelle demande puisqu'en fait, au bout de quelques mois, on avait de plus en plus de participants dans nos ateliers. On nous proposait des retraites, on en a déjà fait 4 ou 5, de Montpellier, Saint-Tropez, Saint-Paul-de-Vence. De plus en plus de demandes, donc on s'est dit, bon, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc moi, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté, j'ai fait le choix de créer cet espace en fait, qui me correspond et justement qui me manquait. Et finalement, je m'aperçois que ça ne manquait pas qu'à moi, mais ça manquait à beaucoup de monde sur Monaco, puisque en ouvrant la porte, beaucoup de gens nous disent « Ah, merci !» Et on est très contente d'avoir pu créer ce concept pour tout le monde, vraiment. C'est ouvert à tout le monde et aux hommes aussi. Un lieu ouvert à tous.
Derrière la porte du fond se cache une salle pour la pratique du yoga et du pilates, des cours pour tous les niveaux et un planning assez large pour satisfaire les emplois du temps les plus chargés. Les traditionnels hatha et vinyasa, mais aussi du yin yoga sont au programme. Déjà, l'idée du yoga, c'est de travailler l'équilibre entre la force et la souplesse, en tout cas dans les pratiques un peu plus dynamiques, pour pouvoir rester très longtemps assis en méditation sans douleur. C'était vraiment le postulat de base du yoga. Donc l'idée, c'est que dans notre mode de vie, où pour le coup, on est souvent dans une posture qui n'est pas la bonne, où on va accumuler beaucoup de raideur, mais en étant toujours, malgré tout, assez faible au niveau musculaire, dans tous les boulots où on peut être assis, la sédentarité, etc. Là, en fait, on va faire tout l'inverse, on va redévelopper un bon équilibre du corps, à la fois des travaux de flexion avant, flexion arrière, flexion latérale, on va vraiment dans les torsions dans toutes les directions, et on va rééquilibrer en fait le corps par rapport à ça. Au niveau du mental, on travaille vraiment avec le souffle, et pareil, des fois, j'en vois arriver en cours, ils n'ont pas respiré toute la journée, ils sont en apnée, et là, chaque mouvement est lié à la respiration, et donc on rentre dans une sorte de flow méditatif. Et l'idée, c'est de se sortir aussi de toutes ces pensées, de ce monologue intérieur qu'on a, et de se refocaliser sur le souffle, sur le mouvement, sur le corps pendant cette heure de yoga qu'on pratique, et de pouvoir après ramener tous ces petits outils qu'on apprend en dehors du tapis dans notre vie quotidienne. Il est possible également de pratiquer du yoga pré- et post-natal, mais aussi d'éveiller les enfants à cette pratique dès le plus jeune âge avec des séances ludiques qui leur sont dédiées. Et pour les plus motivés, des retraites bien-être sont régulièrement organisées dans la région ou un peu plus loin, comme la prochaine en date à Tenerife. Si vous n'avez pas encore pris vos bonnes résolutions pour l'année 2020, il est peut-être temps de faire un tour sur leur site internet pour découvrir tout ce qu'elles proposent pour modeler son corps, mais aussi son esprit. Vous allez diriger le bout du nez vers l'arrière et ensuite vous allez revenir et vous allez le diriger vers l'avant. Après son déménagement délicat fin octobre 2017, le centre botanique du Jardin Exotique ouvre ses portes au public et propose désormais des visites guidées à travers ses serres, une balade signée Yannick de Beuvert. Ce sont des visites exceptionnelles au cœur d'une flore précieuse. Près de 85% des végétaux conservés par le centre botanique sont protégés et désormais, vous avez l'occasion de les approcher au plus près et d'en apprendre un peu plus sur ces plantes succulentes. Beaucoup de gens, avant que le centre botanique soit ouvert, nous ont demandé si on pouvait visiter et on a attendu qu'on soit véritablement installé après le déménagement pour pouvoir ouvrir le centre botanique. Les questions qui reviennent souvent, les luttes contre les ravageurs des plantes, notamment ici nous avons la cochenille farineuse, voilà, les techniques pour pouvoir se débarrasser de ces ravageurs. Aussi on nous demande beaucoup pourquoi les plantes sont attachées comme ça, voilà, on explique que même si on recrée un habitat, toutes les conditions ne sont pas là, donc il faut quand même maintenir les plantes. Du Mexique à Madagascar en passant par l'Afrique du Sud, le centre botanique vous propose un tour du monde végétal sans se déplacer de Monaco. Les objectifs, sensibiliser le public à la préservation de ces plantes exotiques et expliquer le quotidien des jardiniers dans ces nouvelles installations de 1900 mètres carrés. Ces jardins sont devenus aussi un haut lieu dans le sens que ça pourrait servir d'arche de Noé. Il y a ici des plantes qui ont quasiment disparu dans la nature et qui pourraient, grâce à la présence dans ce jardin, être multipliées et peut-être réintroduites par la suite. Les visites ont lieu sur réservation du mardi au samedi à 10h30 et 14h30 et ce, jusqu'à début juin. L'été, le centre ferme ses portes pour des raisons sanitaires, mais ne vous inquiétez pas, le jardin exotique, lui, reste ouvert. Un mot de sport à présent, la nouvelle est tombée mardi. Elmedin Kikanovic est de retour à Monaco. Après un passage à Ankara en Turquie, le pivot est arrivé ce mercredi en Principauté et retrouve les couleurs de la Roca Team pour renforcer l'équipe jusqu'à la fin de saison. On l'écoute au micro de Frédéric Elion. J'ai joué 2 ans ici, donc bien sûr j'avais gardé contact avec mes anciens coéquipiers et les personnes du staff et du club. En fait, tout s'est vraiment passé très vite. Après 2 jours de négociations, me voilà de retour ici. C'est un peu une surprise pour moi de changer de nouveau de ville. Il faut faire sa valise, changer d'environnement en seulement 2 jours.
Mais je suis très heureux d'être de retour à Monaco et prêt à donner le meilleur pour l'équipe. I did it, I'm here and I'm ready to give my best for the team. I played 2 years here, I know what are the expectations, what are the goals and Et j'ai joué 2 ans ici, donc je connais les attentes autour de l'équipe et des objectifs. Le coach avec qui j'ai déjà travaillé, je connais bien sûr les supporters, la ville. Donc ça rend les choses plus faciles pour moi. L'équipe a changé, oui, par rapport à l'an passé, mais j'ai de l'expérience et je sais ce que je dois faire pour m'adapter le plus vite possible. Car nous sommes dans une période cruciale de la saison, avec des matchs importants qui arrivent. Alors je vais essayer de m'adapter vite pour aider l'équipe à gagner. I will try to do my best to adapt and to help the team as more as I can. So I want to say thank you to all. J'aimerais remercier tous les supporters, merci pour tous les messages. Je suis très heureux d'être de retour. As I said, it's nice to be back here. C'est l'heure de retrouver à présent Fabien Bonilla. Il est en compagnie de notre invité de la semaine, Laurent Ansalmi. Bonjour à tous, je prends la main quelques minutes, le temps de recevoir notre invité de la semaine. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, il s'agit du Conseil de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération. La coopération, on en parle, puisque c'est de cela dont il s'agit. Vous revenez avec la coopération internationale d'un voyage au Mali. Oui, c'est effectivement le premier voyage que j'ai fait dans le cadre de ma mission de Conseil de gouvernement pour les relations extérieures et pour la coopération. Donc, premier voyage que j'ai fait à ce titre, en l'occurrence au Mali. Quel était l'objectif ou les missions de ce voyage? Alors, les missions de ce voyage étaient premièrement d'être présent sur le terrain, sur les principaux sites sur lesquels nous intervenons, et puis également de signer un certain nombre d'actes qui sont le support juridique de cette coopération. Donc en fait, la coopération, il y a un savoir-faire, si vous voulez, de la coopération monégasque qui s'inscrit maintenant dans la durée et qui s'exerce sur un certain nombre de terrains, celui de la santé, celui de l'aide aux personnes vulnérables, celui de l'aide à la nutrition, qu'on appelle sécurité alimentaire, mais qui est parfois un terme qui peut être mal compris, et également la protection civile. Voilà, ça, ce sont les 4 grands axes. 4 grands axes de notre coopération dans essentiellement les pays de l'Afrique subsaharienne et Madagascar. Donc, au titre de l'aide aux personnes les plus vulnérables, je me suis notamment rendu sur un site qui s'appelle le site de Mabilé, qui se trouve dans Bamako, où sont recueillis dans des conditions pour le moment de précarité et que nous essayons de soulager, des populations qui sont réfugiées du nord et du centre du pays, dans lesquelles, vous savez, un certain nombre d'événements se passent. C'est la première chose. Et j'ai visité aussi un village d'enfants qui aussi relève de l'association qui est portée par l'association SOS Village d'enfants, et qui sont des enfants abandonnés, qui sont recueillis par des familles d'accueil qui font un travail formidable. Donc ça, c'est l'aide aux personnes les plus vulnérables. Le domaine de la santé, avec notamment la drépanocytose, la lutte contre la drépanocytose, qui est une maladie génétique particulièrement présente en Afrique. Et j'ai signé, alors j'ai été visiter le centre que nous avons évidemment mis en œuvre, la coopération monégasque, mais j'ai aussi signé avec M. Michel Sidibé, qui est le ministre de la Santé et qu'on connaît bien à Monaco, puisque c'était le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, un acte qui reconduit notre coopération sur la drépanocytose. Et toujours en matière de santé, je dirais, le pic de la visite a été l'inauguration d'un centre de cathétérisme cardiaque. Lors de cette inauguration était présent l'ancien chef de l'État malien, M. Touré, et puis également l'ONG Cher, qui est une ONG de cardiologues, dont font partie nombre de cardiologues monégasques, dont les docteurs François Bourlon et Jean-François Robillon, qui étaient présents. Donc ça a été, je dirais, une énorme cérémonie où on en plus fait ce petit cadeau, ce petit luxe de me célébrer mon anniversaire alors que je n'étais pas au courant, ce qui était, je ne vous cacherai pas, une très agréable surprise. C'était important pour vous d'effectuer ce voyage. En quoi, justement, c'était important d'aller sur le terrain? Je crois que surtout pour quelqu'un comme moi, pour parler un peu familièrement, débarque, c'était très important d'avoir conscience de ce que font
nos équipes, les équipes monégasques, qui sont vraiment, je les ai vues à l'œuvre. Et je dirais, moi j'aime bien voir les pieds sur terre ou les mains dans le cambouis, comme vous préférez. Donc je les ai vus à l'œuvre et c'était vraiment très utile, très instructif pour moi, une très belle expérience. Et puis aussi d'un point de vue de politique étrangère, il est important que ceux qui bénéficient de cette coopération voient qu'on s'y intéresse et voient que les autorités monégasques paient aussi de leur personne. Donc il y avait ce double intérêt. Alors, permettez-moi juste de finir sur le savoir-faire monégasque en matière de coopération. Donc il y avait 3 autres domaines. L'aide à la nutrition. Donc j'ai signé un accord avec la FAO pour justement développer de l'agriculture dans le nord du pays. Et j'ai aussi participé au soutien d'une ONG qui s'appelle Alima pour instruire en fait les mères au regard de la malnutrition des enfants. Donc là aussi, j'ai découvert beaucoup de choses, c'était très important. En matière de protection civile, j'ai aussi procédé à la remise d'un certain nombre de matériel des sapeurs-pompiers de Monaco aux sapeurs-pompiers de Bamako, et d'ailleurs en présence de 2 jeunes recrues qui avaient été formés à Monaco sur les sauvetages de noyades. Et donc voilà, ça fait quand même pas mal de choses, quoi. On parle du Mali de façon plus générale. Quels sont les champs d'intervention de la coopération internationale? Vous l'avez dit, 4 grands domaines, la santé, l'insertion socio-économique, l'éducation et la sécurité alimentaire. Oui. Là, on l'a évoqué. Quels sont les champs d'action géographiques de la coopération? Alors, nous sommes essentiellement situés sur l'Afrique, et notamment les pays les moins avancés, et Madagascar. Donc l'Afrique, Lato-Sensu. Nous avons aussi des actions très, très intéressantes au Maroc, par exemple, mais qui se font, je dirais, dans un autre esprit, plus vraiment là en collaboration avec les autorités marocaines, et nous allons signer un accord cadre sur la coopération, et Madagascar. Donc où là, nous avons notamment en faveur de l'enfance une action qui est un peu un de nos actions phares, si je peux dire. Je me rendrai sur ces 2 sites, au Maroc et à Madagascar, je pense, dans le courant de l'année, pour réitérer, si vous voulez, cette opération. Alors, il y a aussi un objectif sur la période 2018-2020, c'est 1 million de bénéficiaires directs. Est-ce que l'objectif est atteint ou en passe d'être atteint? Nous y travaillons. Oui. On a un bon espoir pour y arriver. C'est vrai, je suis mal placé pour nous tresser des couronnes, mais je pense que quand même, à bien des égards, la principauté en matière de coopération internationale est exemplaire. Et ce que nous nous attachons à faire au département des relations extérieures et de la coopération, c'est, si vous voulez, de se concentrer sur ce savoir-faire, de faire à la taille de la principauté, mais de faire bien. Laurent Selmy, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Merci Fabien. Passons à présent aux prévisions météo de ces prochains jours. Jeudi, un temps couvert au programme avec quelques apparitions du soleil. Les températures iront de 3 à 11 degrés. Vendredi, le ciel sera bleu une grande partie de la journée. Le thermomètre restera pratiquement identique à la veille. Samedi, un temps maussade au programme avec un mercure stationnaire. Dimanche, le soleil de retour en principauté avec une maximale de 15 degrés. Et enfin lundi, un risque d'orage est annoncé. Les températures resteront de saison. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et je vous souhaite à tous une très bonne soirée en notre compagnie sur Monaco Info.